BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h13 et mon invité c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Christophe Jacobizzi. Ministre de l'économie depuis 5 ans. Encore ministre de l'économie pour 5 ans? On va d'abord laisser les Français décider de leur avenir dans quelques semaines. C'était votre rêve, Bruno Le Maire, de battre les records des Allemands, d'incarner la stabilité. Le record de qui que ce soit, mais en revanche, je pense que la stabilité a énormément de prix en matière économique et dans la politique économique d'un gouvernement, d'un pays, parce que ça donne des résultats, on le voit bien aujourd'hui, ça rassure les investisseurs et ça permet surtout aux entrepreneurs de se projeter dans le long terme. Les entrepreneurs ont besoin d'une chose, de la visibilité. Quand on change les règles toutes les 30 secondes, c'est pas bon pour l'investissement, c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour les Français. Alors justement, vous serez devant les entrepreneurs tout à l'heure, devant notamment les entrepreneurs d'entreprises de taille intermédiaire, le METI. D'ailleurs, pourquoi vous y êtes? Parce que c'est tous les candidats à la présidentielle qui sont auditionnés. Et Bruno Le Maire, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle? Non, moi je fais doublure du président de la République, donc je le représente. Doublure du futur candidat? On verra quelle sera sa décision. Je ne pense pas que ce soit un très grand mystère. Ensuite, c'est à lui de choisir le moment, le lieu de sa candidature. Je pense que c'est une décision qui est extrêmement intime et qui n'appartient qu'à lui. Alors, on va aborder tous les sujets qui sont les vôtres aujourd'hui. Votre dossier est bien rempli. On va parler d'EDF, puisque vous avez rencontré Jean-Bernard Lévy hier. On va parler de l'Europe, du spatial. Mais justement, tout à l'heure, vous allez répondre aux doléances des chefs d'entreprise, notamment de taille intermédiaire. On l'a vu, il y a un gros souci pour eux, c'est le problème de la succession. On sait que dans les 10 prochaines années, une entreprise de taille intermédiaire sur 2 va devoir être cédée, alors soit à des membres de la famille, soit à d'autres investisseurs. C'est compliqué et qu'il faut en général, c'est ce que nous disait tout à l'heure Michel Dornano, qu'il faut un nombre d'années de profit des ETI pour payer les successions, ce qui nous handicape par rapport aux Allemands, par exemple. Ce que je vais leur dire, c'est des choses très simples. D'abord, est-ce que je crois à un capitalisme familial? Oui. Et je pense que c'est très important de bâtir ce capitalisme familial français, avec des entreprises de taille intermédiaire aussi solides que celles qui peuvent exister en Allemagne ou en Italie. Ouais. Est-ce que nous avons commencé à répondre à leurs inquiétudes? Oui, depuis 5 ans, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons fait beaucoup pour les ETI, notamment sur la transmission. Et pendant la loi Pacte, nous avons simplifié le fameux dispositif Dutreil et nous l'avons amélioré. Aujourd'hui, quand vous transmettez une entreprise avant vos 70 ans, c'est 90% d'exonération de frais de succession. Alors j'étais avec le patron c'est déjà beaucoup. De Paprec il y a quelques jours qui disait que c'était bien Dutreil, mais qu'il restait encore une partie importante à régler. Oui, mais d'abord il y a une question de justice. Je pense que quand on transmet, on peut envisager, lorsque c'est un patrimoine important, qu'il y ait aussi une contribution. Là, nous l'avons réduite au maximum. Après, est-ce qu'on peut faire plus? Au maximum, ça veut dire qu'on ne fera pas plus? Moi, je suis prêt à regarder toutes les propositions. Simplement, j'ai pris l'habitude de tenir mes promesses et de ne pas faire des promesses en l'air. Et de regarder ce qui est réaliste et ce qui est efficace. Certains nous demandent de supprimer complètement les droits de succession quand on transmet une entreprise, donc de passer de 90% à 100%. On n'y arrivera pas. Parce que le Conseil d'État dira qu'il y a rupture d'égalité devant l'impôt. On l'a déjà fait, on a consulté. Et moi, vous savez, je n'ai pas de temps à perdre pour l'économie française. Je n'ai pas de temps à perdre pour les entreprises françaises à leur proposer des choses dont je sais très bien que ça ne marchera pas. Certains candidats le font, mais c'est de la perte de temps pour le pays. Donc je sais dès maintenant, puisque nous avons l'expérience, que proposer un Dutreil à 100% d'exonération, ce sera retoqué par le Conseil d'État, retoqué par le Conseil constitutionnel, qu'on perdra des mois, et donc ce n'est pas la bonne voie, c'est une impasse. Je n'engagerai pas les ETI dans une impasse. En revanche, est-ce qu'on peut travailler sur les droits de succession et se dire, on peut augmenter ces droits de succession, libres de droits lorsqu'on transmet une entreprise? Pourquoi pas? Ça me paraît une voie un peu plus intéressante. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut transmettre 100 000 € tous les 15 ans, libre de droits de succession. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour que justement, quand on transmet une entreprise, tous les 15 ans, au fur et à mesure, on transmet le patrimoine hors de toute fiscalité, ça me paraît une voie beaucoup plus prometteuse dans laquelle je suis prêt à m'engager. L'autre demande des chefs d'entreprise, c'est notamment de continuer la baisse des impôts de production. Vous avez déjà, vous, baissé de 10 milliards d'euros par an. Vous avez vu que quasiment tous les candidats maintenant veulent baisser les impôts de production. Oui, je trouve ça formidable de faire école comme ça, parce que les mêmes qui se sont opposés à cette baisse d'impôts de production quand je l'ai proposée, en disant que ce n'est pas possible pour les collectivités locales, aujourd'hui rejoignent cette proposition et même veulent aller plus loin. Tant mieux. Ça veut dire, là encore, je le dis à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, nous on a fait le job. On l'a fait sérieusement, nous sommes prêts à continuer et nous avons des résultats. Il vaut mieux écouter ceux qui, depuis le début,
ont posé le bon diagnostic sur l'économie française et apporté les bonnes solutions que ceux qui arrivent comme la cavalerie un peu en retard en reprenant nos propositions. Nous avons baissé de 10 milliards d'euros, Christophe Jacubizine, les impôts de production. Faut-il aller plus loin? Oui. Oui, parce que c'est la compétitivité de nos entreprises face à d'autres entreprises en Europe qui est en jeu. Oui, parce qu'il reste un écart qui est encore trop important. 60 milliards avec les Allemands à peu près. Hein. Il reste des sommes en tout cas très importantes. Ouais. Est-ce que c'est la seule solution qu'il faut mettre sur la table pour accélérer la reconquête industrielle du pays? Non. La compétitivité prix, c'est très important. Aller plus loin sur les impôts de production, nous sommes prêts à le regarder, à l'étudier, parce que je pense que c'est important. Mais n'oublions pas que ce qui se jouera dans la reconquête industrielle, c'est la formation, c'est la qualification, c'est la montée en gamme, c'est l'innovation. Et tout ce qu'a décidé le président de la République avec le plan d'investissement de 30 milliards d'euros a vocation à répondre à cet angle mort de la politique économique depuis des décennies, monter en gamme, innover, former, qualifier. Et c'est sans doute là que se joue la reconquête industrielle de la France. Il y a eu quand même un changement de doctrine, notamment de la part de l'Europe, sur la reconquête industrielle. Qui aurait dit, il y a 3 ou 4 ans, que l'Europe nous autoriserait à subventionner des investissements industriels dans le domaine de la batterie électrique, dans le domaine de l'hydrogène, même pour vous. Il y a eu, je ne dirais même pas qu'il y a eu un changement de doctrine, il y a eu une révolution doctrinale en Europe sur la politique industrielle. Elle a été portée par 2 pays, la France et l'Allemagne. Et nous nous sommes battus notamment avec Peter Altmaier, qui était un grand ministre de l'économie allemand, pour porter ce que nous avons appelé la nouvelle politique industrielle européenne, avec le soutien d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel à l'époque. Quels sont les éléments de cette révolution? 1, nous apportons des aides d'État et on ne se cache pas, on n'a pas honte de dire, voilà, pour développer du l'hydrogène, il faut de l'argent public. Avant, c'était interdit. Pour développer des batteries électriques avec les usines qui vont ouvrir à Douvrin et ailleurs, il faut des aides publiques. Deuxième changement de doctrine. Vous trompez de faire les mauvais choix parfois, parce que l'État dise c'est là où je vais mettre des milliards. Est-ce que c'est vraiment votre rôle? Je vous rassure, je ne suis pas seul dans mon bureau à dire tiens, je répartis les milliards ici ou je les mets là. J'écoute les entrepreneurs, j'écoute les scientifiques. Lorsque nous investissons dans l'hydrogène, pour vous donner un exemple très concret, je discute longuement avec Benoît Potier, le patron d'Air Liquide. Je discute avec les dirigeants de McPhy, je discute avec les dirigeants de Live, qui est une nouvelle PME qui travaille remarquablement dans l'hydrogène. Donc j'écoute les spécialistes, j'écoute des scientifiques, tous ceux qui savent beaucoup mieux que moi les marchés qui sont intéressants et technologies qui sont matures. Le deuxième élément de cette révolution, c'est qu'on se protège. On a mis en place un décret sur les investissements étrangers en France. Il a été repris par l'Europe et il y a désormais un contrôle des investissements étrangers en Europe. Et puis il y a un troisième élément qui me paraît clé, qui est au cœur de notre présidence française de l'Union européenne, c'est de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est pour moi la dernière brique d'une politique industrielle qui nous permettra d'avoir une industrie décarbonée. On peut remettre ça sur la table alors qu'on a collectivement échoué au moment notamment des Gilets jaunes à faire comprendre et à expliquer, faire de la pédagogie à l'égard des Français qu'effectivement il fallait que la pollution ait un prix et un coût. Ce qui compte, c'est surtout qu'elle ait un coût pour nos concurrents étrangers. Je ne peux pas demander qu'on investisse des milliards d'euros, parce que ce sera le prix, pour décarboner les usines de Fos-sur-Mer et de Dunkerque, pour qu'elles émettent moins de CO2, puis dans le même temps, dire à nos industriels, vous savez pas quoi, on va réimporter de l'aluminium venu de Chine ou de Turquie, mais ils paieront aucun droit à l'entrée, même s'ils sont polluants. Donc ça, c'est impossible. Taxe carbone aux frontières. Une taxe carbone aux frontières pour faire payer les pollueurs qui sont à l'étranger et qui ne prennent pas les mêmes investissements que nous, qui ne supportent pas les mêmes coûts que nous pour décarboner leur industrie. On va avancer sous la présidence française sur cette taxe carbone aux frontières. Pour moi, c'est un des objectifs stratégiques de la présidence française de l'Union européenne. C'est très difficile, il y a des obstacles, il y a des résistances, qui sont opposés. Mais vous savez, les aides d'État pour l'industrie, personne n'en voulait. La possibilité de contrôler les investissements, personne n'en voulait. La taxation internationale des gens du digital, il y a 4 ans, personne n'en voulait. C'est là aussi l'importance d'avoir de l'expérience, du recul. C'est que ça vous permet de savoir qu'avec de la détermination, on peut y arriver. Alors il y a un dossier sur votre bureau qui n'a pas été réglé, c'est celui d'EDF. Parce que d'abord, l'entreprise ne va pas très bien, elle doit être encore recapitalisée. Vous avez rencontré Jean-Bernard Lévy hier. Est-ce que vous allez recapitaliser l'entreprise ? Pourquoi est-ce que vous ne la nationaliserez pas? Ça coûterait 5 milliards d'euros de reprendre toutes les actions qui sont sur le marché. Vous seriez tranquille pour y restructurer EDF comme vous l'entendez? D'abord, à quoi tiennent les difficultés actuelles d'EDF? Est-ce que c'est lié à notre décision de protéger le consommateur français, les entreprises françaises, en plafonnant les prix de l'électricité à 4%? Vous avez pris 8 milliards dans la poche d'EDF. C'est la bonne expression, un peu.
Ouais. Mais les difficultés principales d'EDF tiennent à l'indisponibilité d'un certain nombre de réacteurs dans le parc nucléaire. À la fermeture de Fessenheim aussi. On a toujours intérêt. Est-ce que vous regrettez d'avoir fermé Fessenheim ? On n'est pas là pour avoir des regrets, on est là pour construire une politique de l'avenir. Le président de la République était très clair, il a été le premier à annoncer qu'on allait construire 6 nouveaux EPR et en étudier 8 nouveaux. Après, si on veut vraiment régler les problèmes, il faut les poser à plat, sereinement et lucidement. Les difficultés d'EDF tiennent effectivement un peu à la décision que nous avons prise, mais qui était nécessaire, parce qu'il fallait protéger les salariés, protéger les entreprises, protéger les ménages. Elles tiennent beaucoup, le plafond de 4%, de à l'indisponibilité d'un certain nombre de réacteurs nucléaires. D'où la nécessité de réinvestir dans EDF, de lui offrir des perspectives, de dire écoutez, vous allez faire du renouvelable, vous allez faire des réacteurs nucléaires, donc vous avez un plan de charge pour des décennies à venir qui est très solide. Est-ce que pour accompagner ce plan de charge, il faut soutenir EDF ? Oui. Nous le savons parfaitement. Donc nous étudions les options sereinement avec Jean-Bernard Lévy, avec lequel nous travaillons très bien, avec les équipes d'EDF, et nous aurons l'occasion, lorsque le moment sera venu, de prendre nos décisions. Mais il va de soi qu'à partir du moment où on ouvre une nouvelle ère dans l'histoire d'EDF, en lui disant voilà votre plan de charge pour les prochaines décennies, du renouvelable massivement et de nouveaux réacteurs nucléaires pour assurer notre sécurité énergétique, nous allons, nous l'État, comme nous l'avons toujours dit, vous accompagner. Nous serons là et nous allons décider ensemble quelle est la meilleure solution. Est-ce que la nationalisation est une option ? Mais aucune option, à partir du moment où on ouvre une nouvelle ère, ne doit être écartée. Il faut toutes les regarder sereinement. Toutes n'appartiennent pas forcément au même calendrier, mais toutes les options sont sur la table. Y compris la nationalisation. Si elles sont toutes sur la table, elles sont toutes sur la table. Mais pourquoi ? Je veux bien me faire comprendre. Parce que le président de la République, avec son discours de Belfort, qui est un discours fondateur, a dit « Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire d'EDF ». Cette nouvelle page de l'histoire de l'EDF, vous l'écrirez aussi avec les règles en Europe sur le marché de l'électricité. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, où le prix finalement du marché détermine en fait, le prix marginal et le prix qu'on paye finalement, est-ce que c'est la bonne solution ? Ce qui se passe aujourd'hui confirme nos intuitions françaises et confirme aussi les demandes que nous avons faites à la Commission. Nous attendons les propositions de la Commission pour la fin du mois. Mais qu'est-ce que montre la crise énergétique actuelle ? Avoir des contrats de long terme, c'est très bien. Le prix spot, c'est parfait, mais le prix spot, c'est très bien quand il est bas. Avoir des contrats de long terme, ça peut sécuriser votre approvisionnement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de difficultés, voire de ménages, qui peuvent être en difficulté justement parce que les prix spot sont extrêmement hauts. Donc il faut de la stabilité, il faut des contrats de long terme, c'est notre première demande. La deuxième chose, c'est que le prix payé par le consommateur doit correspondre au coût moyen de production dans le pays. Si vous faites le choix de développer des renouvelables en Europe, on peut dire que les Français. Mais c'est pas du protectionnisme, c'est du bon sens. Est-ce qu'on peut dire de dire non mais ça va j'investis dans le nucléaire ou l'Espagne investit dans les renouvelables, j'investis dans le renouvelable pour avoir une énergie complètement décarbonée et vous me demandez de payer le prix du gaz et de l'énergie fossile quand on ouvre une usine à l'est de l'Europe. On est un marché unique, y compris de l'énergie. Vous n'allez pas dire aux Européens que je dis pas que je suis contre. Je dis que vous n'allez pas leur dire que l'électricité produite en France sera pour les Français. Enfin, je ne leur dis pas que l'électricité produite en France sera pour les Français. Je leur dis simplement qu'à partir du moment où les Français font un effort pour investir dans l'énergie décarbonée, c'est normal qu'ils aient le retour sur leur investissement. C'est normal que les Espagnols, qui font un effort massif sur le renouvelable, aient un retour sur leur investissement. Et on ne peut pas me demander de payer deux fois. On ne peut pas demander aux Français de payer deux fois. Une fois pour investir dans les champs éoliennes offshore et dans les réacteurs nucléaires, et une deuxième fois pour payer le prix marginal du gaz lorsque le prix du gaz explose parce qu'il y a une crise géopolitique comme actuellement. Avoir le prix de l'électricité indexé sur le prix du gaz, c'est une folie économique et c'est une folie climatique. Autre angle mort, le commerce extérieur, la balance commerciale française qui n'a jamais été aussi déficitaire. Alors je croyais qu'on était en phase de reconquête industrielle. Qu'est-ce qui se passe, Bruno Le Maire ? Il se passe que les prix de l'énergie flambent. Donc forcément, ça explique une partie de ce déficit commercial extérieur. Et la deuxième raison, je l'ai dit depuis des mois, c'est le point noir effectivement aujourd'hui de la situation économique française, c'est le seul, mais il faut le régler, c'est qu'à force de désindustrialiser le pays, à force de ne plus avoir de conquête de marché parce que nous n'avons pas suffisamment investi dans l'industrie, vous perdez des parts de marché, vous perdez pied et vous vous retrouvez avec une balance commerciale qui est très déficitaire. Nous avons avec Franck Riester la très ferme détermination de relever sous 10 ans, parce que ça prendra 10 ans, ce défi, et de revenir à ce qu'était la situation avant les années 2000, une balance commerciale excédentaire.
C'est possible pour la France, ça passe par la réindustrialisation. L'inflation, certaines banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, commencent à se demander si l'inflation n'est pas en train d'accélérer. Est-ce que c'est votre crainte aussi? Non, moi ma crainte c'est les prix de l'énergie. C'est ma seule crainte, elle tire effectivement l'inflation, mais la situation américaine est très différente de la situation européenne. J'avais eu l'occasion il y a quelques mois, en prêchant un peu dans le désert, en disant c'est formidable le plan Biden, mais ça me paraît beaucoup. Il est arrivé ce qui devait arriver. Lorsque vous injectez 3 000 milliards de dollars dans l'économie, un peu moins, parce que c'est moins qui a été voté, forcément cela crée des tensions sur les approvisionnements, sur les salaires, sur les prix. Vous avez une forte inflation et vous avez la réaction de la Fed. Nous, en Europe, nous avons eu un plan qui a été parfois critiqué. On a dit c'est pas assez, c'est petit jeu. Ben non, il était bien calibré. Et c'est parce qu'il est bien calibré que nous ne sommes pas dans une situation d'inflation aussi préoccupante qu'aux États-Unis. Si vous faites un deuxième quinquennat comme ministre de l'économie, est-ce que vous vous engagez à redresser les comptes publics, ce que vous n'avez pas pu faire parce qu'il y a eu la crise, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte? Est-ce que ça sera un de vos objectifs ou est-ce que c'était le monde d'avant, ça? Ce sera un objectif prioritaire, le redressement des finances publiques. Et ce sera, je ne sais pas quel sera mon avenir, mais si ça devait être le cas, un de mes engagements fermes. Il n'y a pas de pays puissant économiquement sans des finances publiques bien tenues. Nous avons rétabli les finances publiques au début du quinquennat. Ensuite, nous avons dépensé pour protéger les Français, et c'était une bonne décision, y compris du point de vue des finances publiques, parce que ça coûte moins cher que l'explosion du chômage et des faillites. Mais maintenant que nous revenons à la normale, il faudra revenir à des finances publiques équilibrées. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Merci d'avoir été invité de Good Morning Business.